Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des minéraux que comporte le corps humain. Donc, il y a deux ou trois classes de, de minéraux. Donc, on a les minéraux majeurs, les minéraux mineurs et on a quelques traces d'autres minéraux. Donc, pour un corps humain de 60 kg par exemple, les minéraux se présentent dans les proportions suivantes. Donc le calcium il est à 1150 grammes, le phosphore à 600 grammes, le potassium à 210 grammes, soufre 150 grammes, le sodium à 90 grammes, le chlorure à 90 grammes, le magnésium à 30 grammes. Donc ces 7 minéraux sont les minéraux majeurs puisqu'ils sont plus abondants que les autres. Donc, ceux qui sont mineurs sont le fer, le zinc, le cuivre, le manganèse, l'iode et le sélénium. Donc, on ne va pas dire que les minéraux majeurs sont plus importants que ceux qui sont mineurs. Tous sont vitaux. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques des vitamines. Ce sont des composés chimiques inorganiques, c'est-à-dire il n'y a pas de carbone là-dedans, et les minéraux sont conservés et ne se transforment pas, ils ne sont pas détruits par la chaleur, l'air, l'acide et le mélange ou la mixation. Donc c'est pourquoi on a dit qu'ils diffèrent des vitamines. Si on commence, on va traiter dans la suite 4 minéraux majeurs. On va voir leurs propriétés, leurs caractéristiques, la carence en ces minéraux et ses conséquences. Donc on va voir le calcium, le phosphore, le potassium et le magnésium. Voilà. Donc je commence par le calcium, c'est un nutriment essentiel. La majorité du calcium se trouve dans les os et les dents. Le reste, qui est 1%, joue un rôle critique dans la préservation de fonctions vitales, d'où la nécessité d'une prise ou d'un apport d'une quantité adéquate de calcium. Donc, notre objectif en faisant apporter du calcium à notre corps, c'est de minimiser les risques d'ostéoporose et la dégradation de la masse osseuse et des dents. Une quantité insuffisante résulte en un dysfonctionnement de la rétention du calcium par les intestins, les os et les reins. Chez les hommes comme chez les femmes, l'absorption intestinale du calcium diminue considérablement au cours de la vie. Donc, lorsqu'on est adolescent, l'absorption du calcium est à son apogée. Donc, les sources alimentaires du calcium, on le connaît tous, c'est les produits laitiers. Donc, la majorité, c'est dans les produits laitiers. Les sources non laitières, c'est les fruits, les légumes et les produits céréaliers. Donc, on trouve du calcium dans les sardines, les huîtres, les palourdes, les amandes, le brocoli, la moutarde, les dattes, les figues et aussi l'eau du robinet. Donc, parmi les facteurs susceptibles de réduire l'absorption du calcium, citons la présence d'oxalates, de phytates et de fibres dans les aliments. Lorsqu'on a une consommation accrue en fibres, le passage intestinal ou le transit intestinal est rapide et donc on a une diminution de la capacité d'absorption de ce minéral qui est le calcium. Donc on a dit le cas d'un apport accru en fibres, un régime très riche en graisse aussi diminue l'absorption, ou un apport excessif de vitamine A, un excès aussi de phosphore et de magnésium. Donc le rapport optimal calcium-phosphore est estimé ou est considéré bon lorsqu'il varie de 1 jusqu'à 3. Donc le magnésium, qui est aussi un cation divalent, peut entrer en compétition avec le calcium par les mécanismes d'absorption. Donc la diminution de l'activité physique est aussi associée à une moindre efficacité de l'absorption du calcium. Donc
le calcium intervient dans les échanges cellulaires. Son taux sanguin, qui est la calcémie, est extrêmement régulé par l'intermédiaire d'une hormone, la parathormone, qui est sécrétée par la parathyroïde. Le calcium sert aussi à réguler le pH corporel. Il est relargué des os lorsqu'il y a acidification. C'est le cas de faible consommation de végétaux. Donc, la consommation de végétaux a un effet alcalinisant. Donc, les apports recommandés sont estimés à 1000 mg par jour pour un adulte en ce qui concerne le calcium. Donc, on va passer au phosphore. C'est le deuxième minéral le plus abondant dans le corps humain. Il se trouve à 85% dans les os et dans la majorité des cas sous forme de phosphate, donc un ion PO4-. Les aliments riches en phosphore sont les viandes rouges, les volailles, les œufs, les poissons, les produits laitiers, les céréales, les légumineuses, les graines de tournesol, les lentilles et les amandes. Et aussi on trouve le phosphore sous forme d'acide phosphorique dans les sodas. Le rôle principal du phosphore réside dans la fortification des os. Le phosphore et le calcium forment un sel appelé hydroxyapatite. Celui-ci fournit aux os et aux dents une résistance à la compression et plus de dureté. Donc les sels de phosphore, qui sont les phosphates, se trouvent dans toutes les cellules du corps en tant que partie d'un système tampon majeur. Le phosphore fait également partie de l'ADN et de l'ARN et est donc nécessaire à toute croissance. Donc, de nombreuses enzymes et vitamines B, plus précisément la thiamine, la B1, et la vitamine B6 ne sont actives que lorsqu'un groupe phosphate leur est attaché. Donc, le phosphate est impliqué dans la régulation du pH du fluide extracellulaire. Donc, la dose recommandée de phosphore est de 1250 mg par jour pour un enfant de 9 à 18 ans et de 700 mg par jour pour une personne dont l'âge dépasse 18 ans. Donc, les membranes des cellules contiennent des phospholipides. Ceux-ci aident à contrôler le transport des nutriments. Le phosphore est aussi important pour le stockage de l'énergie dans l'organisme, c'est l'ATP. Donc la phosphorémie, est le taux de phosphore sous forme phosphate inorganique présent dans le plasma. Un excès de phosphore alimentaire déclenche une hyperphosphatémie temporaire qui inhibe la synthèse de la vitamine D. Donc on passe au troisième minéral qui est le potassium. Il est aussi abondant dans le corps. C'est un cation intracellulaire qui est considéré comme le plus abondant dans le corps. Le potassium est maintenu à une concentration d'environ 145 mmol par litre de fluide intracellulaire, mais à des concentrations beaucoup moindres dans le plasma et dans le fluide interstitiel, allant de 3,8 à 5 mmol par litre et de fluide extracellulaire. Des variations légères de la concentration extracellulaire affectent considérablement le ratio potassium extracellulaire-intracellulaire et par suite affectent la transmission nerveuse, la contraction des muscles et le tonus vasculaire. Dans les aliments non transformés, le potassium est généralement associé à des précurseurs générateurs de bicarbonate, à l'instar du citrate et dans une moindre mesure au phosphate. Au contraire, dans les aliments transformés, auxquels le potassium est ajouté, et dans les suppléments, le potassium est sous la forme chlorure de potassium. Donc, une alimentation riche en potassium provenant de fruits et légumes affecte le métabolisme acido-basique puisque ce sont des aliments riches en précurseurs de bicarbonate. Agissant comme un tampon, les anions organiques produisant du bicarbonate et que l'on trouve dans les fruits
et légumes neutralisent les acides non carboniques générés par la viande et d'autres aliments riches en protéines. En cas d'apport inadéquat de précurseurs de bicarbonate, un excès d'acide dans le sang se produit et les os deviennent déminéralisés en libérant du calcium. L'excrétion urinaire s'intensifie. Cet état est qualifié d'acidose métabolique de bas grade. Les calculs rénaux sont des conséquences cliniques néfastes de ce type d'excès d'acide. Les régimes riches en potassium avec les précurseurs de bicarbonate peuvent prévenir les calculs rénaux et les pertes osseuses. Dans les aliments transformés auxquels du potassium est ajouté et dans les suppléments de potassium, l'anion conjugué est généralement du chlorure, on en a parlé tout à l'heure, qui ne peut pas servir de tampon. Donc une carence sévère en potassium qui résulte le plus souvent de pertes de potassium causées par des diurétiques est caractérisée par une concentration en potassium sérique inférieure à 3,5 mmol par litre. Les conséquences indésirables de l'hypokaliémie sont les arythmies cardiaques, la faiblesse musculaire et l'intolérance au glucose. La carence modérée en potassium, généralement causée par un apport alimentaire insuffisant en potassium, se manifeste sans hypokaliémie et se caractérise par une augmentation de la pression artérielle, une sensibilité accrue au sel, un risque accru de calculs rénaux et un remodelage osseux accru. Un apport insuffisant en potassium alimentaire peut également augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral, AVC. La prise adéquate de potassium est de 4,7 g par jour pour un adulte. Ce taux assure le maintien d'une pression artérielle basse, réduit le risque de calculs rénaux et la dégradation osseuse. Les sources alimentaires de potassium ainsi que des précurseurs de bicarbonate sont les fruits frais, les jus de fruits, les fruits secs et les légumes. On peut citer des exemples bien détaillés, les bananes, les artichauts, les fèves de soja, le chocolat, les pommes de terre, les tomates, les pastèques, etc. Bien que la viande, le lait et les produits céréaliers contiennent du potassium, leur teneur en précurseurs de bicarbonate ne permet pas d'équilibrer suffisamment la quantité de précurseurs formant des acides, tels que les acides aminés soufrés, présents dans les aliments riches en protéines. Voilà, on a terminé avec le calcium, le phosphore, le potassium. Maintenant, on passe au quatrième et dernier minéral dans cette vidéo, parce qu'il y en a d'autres, mais on va se limiter à ces quatre-là. Le magnésium. Le magnésium, c'est le Mg, c'est le deuxième cation intracellulaire le plus abondant après le potassium. C'est un minéral essentiel. C'est un cofacteur critique dans plus de 300 réactions enzymatiques. Il peut être nécessaire pour la formation de substrats, MgATP, et l'activation d'enzymes. Il est essentiel pour un nombre important de fonctions cellulaires, y compris la phosphorylation oxydative, la glycolyse, la transcription de l'ADN et la synthèse des protéines. Donc, il est impliqué dans les courants ioniques et la stabilisation de la membrane. La carence en magnésium peut être impliquée dans divers troubles métaboliques, notamment les maladies cardiovasculaires, le dysfonctionnement immunitaire et une limitation de la neutralisation des radicaux libres. Plus de 60% du magnésium dans le corps humain se trouve dans les tissus osseux. Les muscles, eux, comprennent 25%. La concentration du magnésium dans le plasma est de 0,8 mmol par litre. Les céréales et les noix ont une teneur élevée en magnésium.
Les légumes sont modérément riches en magnésium. Les viandes, les œufs et le lait sont pauvres en magnésium. Une quantité importante de magnésium peut être perdue lors de la transformation des aliments et les viandes et les aliments transformés ont généralement une faible teneur en magnésium. Les légumes, les légumineuses et les céréales complètes contribuent donc efficacement à l'apport quotidien en magnésium, tandis que les produits riches en matières grasses et ou en sucre en ont une contribution mineure. Certaines eaux peuvent être également une source substantielle de magnésium. L'exigence moyenne elle est estimée à 5 mg par kilogramme par jour, c'est-à-dire pour un adulte par exemple qui pèse 70 kg, l'apport quotidien de magnésium doit avoisiner 350 mg. Donc on a aussi le thé, le café et le cacao qui contiennent du magnésium. La chlorophylle en contient également, puisque la chlorophylle contient du magnésium. Les végétaux riches en chlorophylle, tels que la laitue ou le brocoli, représentent une source de magnésium. On va revenir sur une petite remarque. On a dit que les aliments transformés perdent beaucoup de magnésium. Donc voilà, les techniques de raffinage et de traitement des grains et le polissage du riz entraînent des pertes importantes de magnésium. Une partie du magnésium peut se dissoudre également dans l'eau de cuisson qui a tendance à s'évaporer. Donc, le ratio diététique calcium-magnésium recommandé doit se situer entre 1,7 et 2,7. S'il est supérieur à 2,7, il est préjudiciable. Il y a un risque accru de contracter un adénome colorectal, et s'il est inférieur à 1,7, il y a un risque accru de cardiopathie ischémique et de diabète de type 2. Les suppléments de magnésium réduisent aussi les migraines, la maladie d'Alzheimer et la démence. Ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont administrés simultanément avec du potassium et du calcium. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo où je vais essayer de terminer avec les autres minéraux. Merci encore une fois et à bientôt.